Voilà. Alors, bonjour à vous tous. Comme d'habitude, à tous qui nous regardez, là où vous êtes, et je le répète sans oublier les followers qui nous regardent, n'est-ce pas? Nous recevons régulièrement des commentaires. Nous sommes très reconnaissants. Et puis, continuez comme ça, restez fidèles à EcoClub. Et je signale aussi ce jeune que j'ai rencontré très rapidement sur le marché de Montréal, qui me disait que oui, mais regardez les autres toutes les, continuez. Et puis il me disait aussi, ouais, mais surtout pour rénover, mettez des jeunes, quelques jeunes là-dedans. Mais il a dit ça de manière extrêmement agréable. Mais en fait, il était dans sa vente, l'opération sur le marché. Moi, j'achetais, je n'ai pas pu en rester plus longtemps. Mais je veux quand même lui dire on parle souvent de constance et de longévité. Et forcément, quand on a la constance et la longévité, on a le poids des années et de l'expérience. Donc c'est comme ça, malheureusement, mais EcoClub va vivre, et puis demain, il y aura toujours EcoClub avec une autre équipe, on sait jamais. Alors, de quoi allons-nous parler ce dimanche 23 ce dimanche 5 mars 2023. On est quelque peu bouillon, là, avec ce retard. Ce 5 mars 2023. Eh bien, de la souveraineté alimentaire. De quoi s'agira-t-il? Il s'agira bien entendu, de définir le mot, de définir le concept, parler, définir ce dont on va parler. Où en sommes-nous? Rêve, optimisme, pessimisme ou utopie éternelle? Où trouver les causes historiques, politiques, publiques, mal ciblées? Comment s'émanciper? Comment s'en sortir de ce qu'il convient, s'émanciper, sortir de ce qu'il convient d'appeler le labyrinthe de la dépendance? Il y a, nous le constatons, une conscience collective qui fait pas à pas son chemin. D'autres initiatives vont en ce sens. Alors, seront-elles ces initiatives suffisantes pour transcender ce retard ou faire éternellement de celles qui en parlent des imbéciles heureux? Le thème de l'émission donc d'aujourd'hui, vous comprenez, souveraineté alimentaire, quel défi pour la Guadeloupe? Alors, comme d'habitude, il y a les préliminaires chez nous. Les préliminaires, c'est-à-dire les marqueurs de l'actualité de la semaine. Nous y viendrons, bien entendu, très rapidement. Alors, un grand bonjour à vous, messieurs les clubistes, régulièrement vous y êtes. Bonjour à vous tous. Je me permettrai d'abord de s'adresser ce bonjour bien appuyé à René. Merci d'être avec nous. Et puis, je te laisse le soin, bien entendu, de présenter ce moment de tristesse pour toi. C'est la vie, on a fait alors René. Oui, non, mais tu sais, souvent dans la vie, on dit... on s'y mène pour, on s'y mène pas, bon, etc. Bon, s'y mène là, ça, il finit dimanche, c'est aussi mène assez triste d'avoir, à pas les autres des camarades de moi qui étaient morts, Bernard Badia, mais il se trouve comme moi mort mardi. 3 jours après. 3 jours après. Et que bon matin, grand bonnet matin, il a crié moi pour apprendre même mort à Sylviane Telchit, qui sont monuments. Ah oui, en créole. En langue et culture créole. Et qui vraiment était un monde qui était en battante, en militante, et qui fait tout ça ATP pour le développement et à l'agriculture créole et acceptation à un niveau à l'école là. Et si vous voulez, bon, c'est des semaines comme ça. Bon, qu'il faut accepter. Faut accepter. La vie avec haut et bas. Et si vous voulez, bon, c'est une semaine de tristesse pour moi, mais c'est quand même une semaine où il faut dire que on boucle les radiers, si va la vie, nous pouvons continuer. Et nous pouvons continuer. Bien entendu, on le sait, alors tout d'adresser condoléances, mais aussi à toute la famille aussi, René, même les gens qu'on est, là où il n'y a vie, ni l'amour. Raphaël, alors qu'est-ce qu'il y a? Oui, dans le même sens, je crois que ça peut être l'occasion, René, d'avoir une petite réflexion sur la mort de notre environnement culturel. Il est clair que la mort, pour nous, historiquement, c'est une compagne. Absolument. Elle a été partout présente, elle a même été une forme de délivrance pendant longtemps, parce que l'idée, c'était y sauver, échapper.
au sens le plus positif du terme. Ça reste que je suis très solidaire à toi. Hein. Bon, j'ai perdu ma mère il y a 3-4 ans, mais c'est comme si c'était hier. Hein. Ça se réactive à chaque décès. Mon père, c'est beaucoup plus longtemps. Et là, il y a toujours cette notion de frustration qui reste aussi. C'est une compagne, c'est quelqu'un qui est avec nous. C'est vrai que le statut de la mort de notre culture n'est pas du tout la même. C'est pas aussi douloureux que ça allait en France avec le wacha de démonstration qu'il y a, parce que le mort, on considère deux choses. Premièrement, que la mort, c'est un changement d'adresse. Elle est partie, elle est ailleurs. Elle est là, mais elle est ailleurs. Changer d'adresse. Et la deuxième chose, c'est que de toute façon, tant que la personne reste dans ton cœur, reste dans ta vie, dans ta maison, elle n'est pas partie. Et c'est pour ça qu'assez souvent, dans certaines traditions familiales, on fait l'hôtel du mort. C'est-à-dire qu'il y a un petit coin où tu mets ta photo, tu mets ta bougie, tu mets ton truc. Au cas pas les bombes pas morts. Donc, force et courage, René, pour tous ceux qui traversent une épreuve comme ça. Mais c'est une épreuve qui est vécue individuellement, mais qui est relayée collectivement par notre culture, par les amis. Et c'est une force pour nous tous. C'est une force pour nous tous. Alors, Kabired. Oui, en tout cas, dessert au moment, c'est dessert au moment. Ah oui, pas de dessert. Moi, je ne passe pas là. Vraiment. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Et puis, je m'associe bien entendu à la tristesse qui frappe notre ami René. Et donc, et ainsi, j'adresse à sa famille, à ses proches, à lui-même, au nom de ma famille et de Eco-Club en même temps, de toutes nos condoléances attristés. Et comme on dit souvent dans ces circonstances, qui a pas mon lit. Oui, la vie continue. Exactement. Et puis, bon voilà, bon dimanche à tous. Bon dimanche à tous. Alors, nous avons avec nous notre ami, comme d'habitude, chaque dimanche, notre ami Nico. Voilà, Nico, bonjour à toi, nous te saluons. Oui, alors, moment particulier, disait-on, marqué par la tristesse, pour René. Une petite réaction là-dessus, et bonjour à toi, encore, bonjour. Non, mais tout a été dit, surtout René dit tout vite là. Parce qu'il dit, il n'y a pas un monde qui mort, c'est au moment qui mort. Ouais, c'est ça. Parce que monde qui mort, mais au moment, son problème, pour les Guadeloupéens, son problème. C'est, nous, il y a accusé moi d'être ethnocentrique, mais moi, encore franchement, hein, une mère guadeloupéenne, il n'y a pas de mot pour la qualifier, ni dans sa relation que ses enfants, ses fils sont avec elle, ni dans le rôle qu'elle joue. Et quand ça disparaît, et on ne peut pas s'habituer. On sait que c'est sur le chemin, mais on ne peut pas s'habituer à ça. Et donc, Malraux disait qu'un homme ou une femme n'est que ce qu'il a fait. Heureusement que c'est vous l'a fait en le bitin, quoi. Et il fait tellement bitin que peut-être on peut, en repassant en revue ça, il fait, être fier et faire en sorte, comme dit Raphaël Espéronel, qu'il est toujours vivant. Merci. Ce qui est important, c'est qu'il était toujours vivant, évidemment. Merci à Nico et pour bon courage encore. Je suppose qu'il y a autant aussi Perta Sylviane Telchit, bon matin, Nico. Ouais. C'est comme ça, c'est comme ça la vie. Hein. Alors, messieurs, nous sommes directement au préliminaire. Hein. Vous connaissez la formule, hein, les marqueurs de l'actualité de la semaine. On en avait parlé la fois dernière. Bon, il y a l'affaire Claude Jean-Pierre. Bon, je crois que très rapidement, la fois dernière, on en a beaucoup dit. Mais il y a une mobilisation qui continue. Donc, lançons un appel au contradictoire dans ce cas-là. Il y a une mobilisation, puis il y a une indignation. C'est surtout l'indignation. Il y a une indignation très forte. Qui est très très forte, qui est relayée plus que par les médias, hein, par la logique de compréhension d'une situation qui s'étend. Et c'est vrai que maintenant, il y a vraiment un problème de cohérence dans la société, enfin, entre les élus, enfin les élus, les dirigeants, plus que les élus locaux, et le peuple. On a vraiment l'impression, et on voit ça avec le débat sur les retraites, hein, on voit ça, bon, on peut globaliser, même si ça peut paraître un peu machin, mais il y a vraiment, il y a quelque chose qui va plus dans le royaume de France. Il y a une trahison entretenue, hein, et qui commence à poser vraiment problème. C'est une vérité, absolument. Donc, il y a lieu tout simplement, nous vont le dire dès maintenant, de créer les conditions du contradictoire. Ouais. René, alors, sous cette question-là,
Pour l'affaire Clodo... Enfin, grand mouvement là, dans des idées. Oui, bon, faut dire l'échelle telle qu'elle est, hein, c'est-à-dire que si vous voulez, demande de non-lieu à procureur là, venant après le non-lieu du chlordécone, et avec le fait que l'union vidéo à les événements très explicites, t'es qu'à montrer quand même une violence qui était pas compréhensible, qui était inappropriée qu'on y aura dit dans le langage aïeux, qui a fait que logiquement on peut pas demander un non-lieu, faut tirer affaire là au clair et faut désigner les responsabilités et ensuite ça qu'il faut éveiller, mais on peut pas simplement dire on efface tout et rien n'est fait. Non, un monde qui mort et qui mort dans des conditions assez douloureuses, assez atroces. Donc, pour famille là, par respect pour famille là, et par respect pour les gens, de manière générale, qui peut trouver confronté à une situation comme ça à n'importe quel moment, puisque à n'importe quel moment, ils peuvent arrêter pour pas feu casser au moment comme ça, ils peuvent trouver un bab comme ça. Il faut savoir que l'affaire George Floyd, c'est conseil démarré, hein, c'est à cause, c'est un bon vidéo aussi qui montre les brutalités. On ne peut pas faire un passé comme ça, il faut n'y en procès. Et si vous voulez, tout ça qui passait, la grande manifestation avant vendredi, les artistes et tout ça, c'est une manière pour dire non, plus jamais, il faut que nous en procès. Non, plus jamais. Il faut le contradictoire. Raymond. Bon, sur cette affaire, on s'est déjà exprimé sur la question. Il y a eu de nouvelles dispositions dans la semaine. Bon, je comprends la famille qui cherche à savoir et ne pas accepter le non-lieu. Maintenant, le juge doit décider de savoir qu'est-ce qui va se passer avec l'avocat de la famille, et puis on attend la suite. Oui. On verra bien. Alors, juste un mot, hein, parce que nous-mêmes ici, nous avons beaucoup critiqué. On critique souvent les médias, les réseaux sociaux, oui. Mais il est clair que dans une version positive, les réseaux sociaux, ça permet de rétablir un équilibre qui est perdu par ailleurs. Il est clair qu'il y a un phénomène d'amplification, d'exagération peut-être des réseaux sociaux médiatiques dans certaines situations, mais il y a aussi un phénomène de régulation face à la justice. On parlait de Floyd, on parlait de là. Quand il y a toujours maintenant quelqu'un, un témoin relativement objectif, puisque c'est une caméra, c'est une situation qui prend la scène en cours et qui la restitue après aux médias, et ça permet effectivement d'avoir un moyen d'action sur ce qui peut apparaître par ailleurs comme des formes d'injustice organisée. Oui, c'est tout à fait vrai. Nous constatons effectivement que les réseaux sociaux s'associent fortement à cet élan, je dirais, populaire, pour faire émerger cette vérité-là. Les combats-là, ça surtout est important pour Timonaï, pour Fatia, pour Mariaï, qui pas jamais baisser les bras, même si parfois il y a un découragement familial, il a pas la peine, etc. Il ne va jamais baisser les bras, d'avoir une soif de justice vis-à-vis des papas. Voilà. On n'a pas entendu Nico sur ce point-là, non? Non. Ah, mais alors, Nico, très rapidement, la grande mobilisation pour faire émerger la vérité, pour arriver véritablement au contradictoire. Qu'est-ce que tu as nous... Quel est ton avis là-dessus? C'est une bonne chose, il faut y aller. Alors, d'abord, le juge n'a pas rendu son ordonnance. Bon, ça, il faut bien comprendre ça. Hein? Alors, dans le chlordécone, le juge a rendu son ordonnance. Dans cette affaire-là, c'est le procureur qui a, dans son réquisitoire, demandé le non-lieu. Bon. Donc, il y a un espace pour se mobiliser et pour faire entendre l'émotion des gens, la quête de la justice et l'exigence d'un procès. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'on attend ce que le juge, le magistrat du siège, va faire suite à l'horizon du magistrat du parquet. Bon, on attend ça. Mais je crois surtout que ce procès est nécessaire parce que la France peut sortir grandie quand même. Hein, pour en dire ça, j'espère que personne ne se moquera de moi. La France, qui, elle, affiche partout qu'elle est la liberté, l'égalité, la fraternité, la patrie des droits de l'homme, pourquoi a-t-elle peur de sa propre justice? Pourquoi ne veut-elle pas que tout simplement justice soit faite dans le cadre d'un procès? Je me souviens de Sarkozy
et certains camarades juifs qui étaient fâchés parce que la victime étant morte, il n'y aurait pas de procès. Ils ont dit il faut trouver une solution pour que quand il y a du racisme contre les juifs, que même si tout le monde est mort, qu'on puisse faire le procès. Bon, là quand même, comme dit René, en moulement quand même, en moulement, hein, dans des conditions qui ne sont pas claires. Hein. Donc, il faut que la France n'ait pas peur de sa propre justice, qu'elle la fasse fonctionner, et puis la vérité judiciaire paraîtra. Mais je crois surtout, elle a peur d'une chose. Elle sait qu'ici en Guadeloupe, comme nous sommes assis sur un brasier potentiel, nous sommes dans un pays qui peut exploser à tout instant, une injustice claire, noir contre blanc, gendarme contre la population, ça peut embraser le pays. Et elle a choisi d'éteindre rapidement la mèche, hein, au lieu d'aller à la discussion. Elle a tort. Les Guadeloupéens sont un peuple mûr, je crois, mûr, lucide. Et donc, la vérité judiciaire doit véritablement passer avant ces petits calculs d'anticipation, d'embrasement et tout ça. Et puis, pour finir, le procureur, dans une démarche inquisitoire à la française, il représente la société, il représente la société. Comment voulez-vous que celui qui représente la société puisse dire tranquillement pas rien? Non, ça, je crois que les Français plaisantent. Et puis, pour finir, une petite blague quand même. Je me souviens, c'était à Don-les-Roses, et c'était Jean-Marie Hubert qui était qu'à chanter. Jean-Marie Hubert, le maire de Port-Louis, qui était qu'à chanter. Et il était qu'à chanter, qui a dit « La loi française, c'est loi qui pique couillon ». Sans commentaire. Oui, sans commentaire. Voilà. Je pense qu'on a bien entendu, hein, Nicolas l'a bien entendu, on le disait, hein, la loi française, c'est la loi qui bouge. Alors, messieurs, on va toujours, vous, chers amis, nous venons donc à un autre marqueur de la semaine, hein, faut-il en dire deux mots. Trois universitaires, je crois, des Guadeloupéens, ont été érigés au rang de professeurs d'université. Je pense personnellement c'est une distinction, peut-être vous me direz, alors pour la Guadeloupe c'est une bonne chose, hein. Dois-je citer les noms dès maintenant? Je sais qu'il y a Pierre-Yves Chicot, enseignant en droit, Guadeloupéen, il y a Gladys Loranger Merciris, qui est, je n'ai pas écorché le nom si elle m'entend, docteur en écologie des sols, il y a Christelle Onésip, hein, qui est docteur en chimie. Alors, c'est une bonne chose pour la Guadeloupe, Raphaël? Ah ouais, c'est excellent, surtout que cette érection, hein, au niveau du professorat est d'abord portée par les pairs. Donc, ça veut dire qu'il y a une reconnaissance, une crédibilité, une légitimité qui est portée par des gens du terrain, du territoire. Donc, c'est quelque chose d'excellent. Et puis, ça nous permet de voir que nous avons aussi des personnels, des gens remarquables qui font des travaux, qui sont reconnus par ailleurs, et qui ajoute une valeur ajoutée, ce qu'a de le dire, au potentiel intellectuel, au potentiel scientifique de la Guadeloupe. Donc c'est excellent pour l'université, pour nous, et pour ceux qui peuvent nous apporter, qui vont nous apporter comme rayonnement. C'est très bien dit, hein, la Guadeloupe a contribue de cette manière complètement. À un schéma d'excellence. Un schéma d'excellence, oui, à la constitution, à l'enrichissement du capital humain. Alors, René, sur ce point-là, c'est bon bitin, parce que nous connaissons... Non, de toute façon, bon, faut être clair, hein, nous toujours gommés pour que nous payions ni des gens qui arrivent au grade de professeur au niveau universitaire. Oui, bien placé. Pourquoi? Parce que ça a renforcé l'université, ça a renforcé la crédibilité et ça a renforcé oreille et image. Et en même temps, ça a permis de nous, en propre pays, en nous, le matériel, les éléments nécessaires pour permettre véritablement construire une université forte. Encore rappeler que pour accéder quand même au grade de professeur, il faut qu'on reconnaisse à travers recherche. Puisque les enseignants à l'université, c'est avant tout des enseignants chercheurs. Oui. À travers publication et surtout important sa publication qu'on a fait. Donc sans reconnaissance d'un travail de fond fait par ces gens-là, ça, en particulier à chaque monde dans le domaine ailleurs. Et dans les domaines en particulier à la chimie et domaine à la connaissance à nos sols, c'est extrêmement important que nous ayons des gens qui ont des capacités, la compétence là, oui. Et aura là, ça, d'avoir, nous qui sommes informés, on l'ogène dans ces domaines-là, ça,
c'est pas seulement pour une question de source d'emploi, mais c'est une question de préservation à venir. Oui, c'est ça, hein, au rang des personnalités pour bien transmettre le savoir, que ce soit théorique, expérimental, etc., etc. Alors, vraiment, c'est un bon bitin pour nous, hein, nous reconnaître ça. Hein. Enfin, pour le pays là, pour le monde peut-être sans doute. Parce que pour le monde, parce que ça tend à l'universel. Hein. Oui, le savoir universel, non besoin. Allez, René, c'est excellent pour la Guadeloupe. Et lorsque surtout on n'a pas de comment dirais-je, de personnes de cette importance-là au rabais, parce que je ne veux pas non plus qu'il y ait une université avec un personnel au rabais. Aujourd'hui, on voit qu'on a des gens compétents qui sont là, qui ont travaillé, qui sont là par mérite de ce qu'ils ont fait comme recherche, comme travail pour arriver à ce stade. C'est une excellente chose au moment où l'université a besoin de prendre de l'importance à la sortie de cette division entre la Guyane et les Antilles. On a besoin de bases solides pour se relancer. Et puis, on a besoin aussi de jeunes pour prendre les responsabilités, pour entrer vraiment dans les responsabilités du pays. Et ça, la nomination de ces jeunes enseignants universitaires rentre tout à fait dans le thème du débat qu'on va développer tout à l'heure. Déjà dans les débats du chlordécone pour l'analyse de nos sols, donc on a besoin de ces gens-là. Et puis dans le thème qu'on va traiter aujourd'hui concernant la souveraineté alimentaire, on aura besoin de l'université pour faire des recherches, pour nous orienter sur les dispositions que nous devons prendre et éclairer non seulement les professionnels de l'agriculture, mais aussi nos politiques pour orienter notre agriculture pour arriver à cette suffisance alimentaire. Alors, espérons simplement qu'ils vont rester en Guadeloupe. Ah oui, ça. Parce qu'il est clair qu'avec la fuite, enfin pas la fuite, des esprits. Le vol des esprits. Le vol des esprits. Parce que c'est l'OPA, que dès que quelqu'un émerge, c'est au mieux au front. Il a des propositions de carrière qui sont quand même intéressantes. Donc, espérons qu'on ne va pas nous piquer tous nos cerveaux et qu'ils puissent avoir le temps de travailler pour la Guadeloupe et tout en rayonnant. Hein. Bon, c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, ils sont pas profs d'université de la Guadeloupe, ils sont profs d'université. Donc, il faut qu'ils sortent, il faut qu'ils s'exportent et il faut qu'ils aillent à l'épreuve à la confrontation de d'autres territoires universitaires. Oui. Donc, ça, c'est important, mais que leur racine, leur source de recherche, leur ancrage, de réflexion, leur ancrage reste quand même ici. Territorial. Oui, mais il faut savoir, hein, le système universitaire, on est universitaire en Guadeloupe, mais on est universitaire connu partout dans le monde. Pourquoi ? Parce qu'il y a des laboratoires de recherche. Laboratoires de recherche. Le Sarah Bernard, pas Sarah Bernard, Sarah Gaspard, etc. etc. Ce sont des gens qui sont connus quand même sur le plan des recherches qu'ils font sur le plan international. Et c'est les échanges avec les laboratoires et tout ça qui permettent de leur donner une statut international. Aussi en tant que... Et c'est excellent que notre université a cette statut-là de sa relation avec les West Indies, avec les autres universités de tout dans le monde, à travers les laboratoires, les échanges, les travaux d'études qui se font ensemble. C'est extrêmement important. C'est très bien, effectivement, cela a été bien dit. Nous devons saluer, comme on dit chez nous. Vous voyez ces esprits monter. C'est une bonne chose. Alors, Nico, on le disait, trois universitaires Guadeloupe érigés au rang de professeurs d'université. J'ai cité Pierre-Yves Chicot, j'ai cité aussi Gladys Lorange Merciry, c'est ce que j'ai lu, et à Christelle Onésip. Hein. Dans leur domaine, c'est une contribution quand même de taille pour cette Guadeloupe-là. Non, c'est très très bien. C'est très très bien pour le haut et le très haut. C'est vrai parce que il faut ne pas avoir peur d'être très haut, très fort dans la pensée, dans la production, dans la recherche fondamentale et tout ça. Mais j'espère aussi que, parce que les Français ont eu des fous, et je dis ça en parlant des Guadeloupéens, les Français sont les seuls à penser qu'on peut tout savoir sans rien savoir faire, ou on peut tout savoir faire sans rien savoir. C'est ça qu'il faut régler. Notre université doit être au cœur de la rencontre entre le terrain et le fondamental. Je me souviens, et ça, bon, je n'ai pas le regret, quand j'étais jeune, il y a à peu près 100 ans, jeune diplômé, je suis allé frapper à la porte de l'université. Voilà, moi, je suis guadeloupéen, bon, je suis diplômé, j'ai ça, bon, est-ce que je peux être utile ? On m'a dit non.
On m'a dit non, on n'a pas besoin de vous, vous pouvez rester en casse, on fait ça faire. Retourne à ton cabinet, bon, on n'a pas besoin de vous comme ça. Bon, aujourd'hui, ce ne serait pas le cas. Hein. De toute façon, si. Non, ah ouais. Et dans ce si je continue ça, je lui tire les oreilles. Bon. Donc, ce qui prouve que c'est, on a progressé. Il y a beaucoup de compétences du terrain qui peuvent converger vers une université de plein exercice qui soit à la fois très très haut et très 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 proche de la recherche et des compétences. Pour ça, je suis très content pour ça et très content pour eux aussi. En tout cas, ce débat sur le terrain des médias est une contribution importante. Hein, oui. Le terrain des médias, parce qu'il faut relier des choses comme ça. Et puis, on vient donc juste à dire qu'il faut souligner quand même que les choses sont beaucoup plus faciles depuis quelques années, parce qu'avant, si on prenait l'exemple déjà du centre universitaire ou de l'UAG, il fallait prendre une attache de directeur de recherche, on recevait des missionnaires ici. Et pour pouvoir, ne serait-ce que faire le troisième cycle, puisque ça n'existait pas en Guadeloupe, après vision au début, il fallait prendre la tâche de missionnaire en Guadeloupe, c'est-à-dire celui, que ce soit Attali, Guillaume, il y en a beaucoup, qui venaient ici, il fallait d'abord qu'on y contacte la veille, que tu vignes en là, mais parce que c'était comme ça. Mais maintenant, un jeune, peut... Alors, il y a une évolution, effectivement, dans le modèle. Il y a deux choses. Il y a d'une part la capacité intellectuelle à se faire valoir quelque chose, mais il y avait aussi, surtout avant, le fait que le groupe des pairs devait te coopter. Absolument. Donc, tu étais obligé de signer un pacte d'allégeance avec les gens de ta corporation pour qu'ils puissent te faire monter, surtout au rang de professeur. J'en souviens très bien par rapport à certaines situations. Je vois moi à l'époque, pareil, je date des périodes de Nico. À l'époque, c'était DEA. Pour passer entre DEA et au-dessus, il fallait... DESS, c'était plus professionnel, et DEA, c'était plus universitaire. Mais il fallait pratiquement, pendant 1 an, 2 ans, être sous le joug d'un professeur émérite de l'université qui te faisait rentrer dans l'ordre. Donc là, maintenant, il y a plus cette espèce de besoin d'allégeance du fait de ta compétence, de tes travaux, de ce que tu fais sur le terrain. Tu peux effectivement y accéder, mais il reste quand même que la famille des professeurs reste une famille assez fermée. Donc c'est... Oui, c'est une réalité, ça quasi-là d'avoir... même si ça a de moins en moins prégnant qu'on s'attendait avant, mais toujours nécessite un affaire à travers, si vous voulez, les différents cycles de connaissances, de diplômes, etc. Et on y aussi... Bon. Mais ça fait partie de l'évolution naturelle à les choses. L'évolution naturelle et qui doit être de plus en plus régulée, maîtrisée. Mais c'est extrêmement important. Il faut bien dire qu'effectivement, il y a un gros travail qui fait d'abord mettre en place le CUAG, l'Université Antilles-Guyane. C'est pour ça que les anciens, il faut saluer, des beaux comptes Zoros, Val, comptes CBC. Il ne faut pas oublier que Zoros était un spécialiste en particulier en droit constitutionnel, loi public. Puisqu'il m'a aidé d'ailleurs à mettre en place l'État algérien. Oui. Donc, si vous voulez, c'est des gens qui ont des compétences fortes. Mais ils étaient moins nombreux qu'à l'heure actuelle. Il y a une série d'autres gens en capacité, en sciences, TPCT, etc. Donc, si vous voulez, le travail de fond là qu'il a fait, il est en train de payer à l'heure actuelle et de développer en médecine avec Bastaro. Mais il reste quand même un petit problème. Et il faut le souligner, il y a beaucoup de professeurs qui sont maintenant professeurs, mais qui sont vraiment dans la recherche fondamentale et qui vont pas assez sur l'interpellation du territoire. Mais il y a beaucoup de chercheurs aussi sur le terrain. Je pense à des gens comme Garin, je pense à des gens comme qui sont tout à fait validés sur le terrain, mais qui peut-être ne vont pas vers la méthodologie académique. Et donc, moi, c'est un plaisir quand je fais des conférences avec Garin, tellement ça touche à des réalités vraies. Mais c'est vrai qu'il y a ce delta entre les gens qui sont experts sur un milieu donné, le terrain, mais qui n'arrivent pas encore à des niveaux de reconnaissance universitaire, et les gens qui sont à l'université, mais qui ne sentent pas. Et on voit ça très bien. Je suis consultant. On voit ça très bien dans l'intervention en entreprise ou ailleurs. Là où on passe, à l'université, on ne passe pas.
Ah ben oui, ça c'est clair. Parce que, bon, aller gérer un conflit, dont Dieu seul sait s'ils font des cours sur la gestion de conflit, va te taper du GTG pendant une demi-journée autour à l'heure, tu peux être tout universitaire que tu sois, tu te casses le nez. Ce qui n'est pas du tout la même chose, je dis GTG, mais j'ai pas de... Mais ce qui n'est pas la même chose quand tu es un consultant sur le terrain, où tu as déjà... fluidité. Tu as déjà guerroyer avec ces sujets-là. Le domaine de la pensée conceptuelle n'est pas le même que le domaine de la pensée pragmatique et opérationnelle. Ça, c'est dit. Alors, excuse-moi, rapidement, c'est important. Pourquoi? Parce que l'autre jour, j'entendais l'INRA, à propos du truc du fouille à peine à parler. Oui. Et il parlait d'allier justement la compétence universitaire, qui nous ont aussi à l'INRA et tout ça, et la compétence pratique du terrain, qui a permis à un certain nombre d'agriculteurs d'avoir une expertise particulière sur un certain nombre de choses. Absolument. Alors on va continuer très rapidement, Nico. Nous passons à une question aussi importante. C'est, on l'écrit comme ça, Macron à la reconquête de l'Afrique. Qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? Oh là, j'ai peur de dire... La France fait son bien pas? Non, pas du tout. Elle redéveloppe ce même schéma en s'imaginant qu'elle va passer par d'autres voies. Bon, il a dit que c'était pas la France-Afrique. Bon, ok, je veux bien. Bon, l'Afrique a changé quand même entre-temps. Hein. Mais elle n'a pas changé facilement, parce qu'il y a toute une génération, notre génération de cadres africains, de gens qui étaient super diplômés, super bien, a été passée aux oubliettes. C'est une troisième ou une quatrième génération de pouvoir politique qui arrive maintenant, bon, et qui sont dans une autre posture par rapport à la France. Mais non, le problème, c'est que l'Afrique est un enjeu considérable dans tous les débats. Alors d'abord dans le débat Est-Ouest, bon, mais aussi dans le débat Nord-Sud. Et il manque encore cette émergence alors pas d'un panafricanisme édulcoré ou quoi que ce soit, mais un langage, en tout cas une position sociopolitique de l'Afrique commence à émerger et ça devient une foire d'empoigne pour les pays européens. Pour les pays européens. Alors très rapidement, peut-être on va directement à Ramaï sur cette question-là. On va venir à René tout à l'heure. Et ensuite à Nico, Nico, oui. Oui, c'est vrai que le président a entamé et termine une tournée africaine. Depuis quelques années, on a bien vu que la France est en train de perdre pied en Afrique, c'est le mot qu'on puisse dire. Et il y a des gouvernements qui prennent position contre. On a vu avec les dernières guerres où on a demandé à la France de s'en aller. Je crois qu'il y a aussi dans cette affaire-là une forme de compétition, et ça se passe aussi dans les pays de l'Est, tout à fait un extrême brillant, où on voit il y a une compétition entre les Russes, entre les Chinois, pour ce qui concerne la France, entre les Français pour ce qui concerne l'Afrique, et on voit que chacun essaie de voir comment se positionner pour avoir une certaine notoriété dans ces différents pays. Une emprise, oui, également. Je pense que tout ça, c'est aussi lié à cet équilibre de paix dans le monde. On voit bien que l'Afrique, de plus en plus, a tendance à se rapprocher de la Russie, au détriment de la France. Et je ne sais pas si c'est une bonne chose de sortir dans un pays démocratique pour aller vers sous influence d'un pays à régime autocrate et régime dictatorial. Donc je suis quand même un petit peu inquiet sur cette position-là. Et lorsque j'entends, par exemple, dans mon entourage, il y a des gens qui pavoisent le fait que ces pays africains ont tendance à prendre un peu de distance, voire même écarter la France. Moi, ça ne me rassure pas du tout, dans l'intérêt de la démocratie sur la planète. Ça ne me choque pas du tout, et j'espère que tout chacun va se ressaisir pour pouvoir essayer de faire triompher cette démocratie qui est en train de perdre du terrain, ou en tout cas qui est sérieusement menacée en ce moment avec le conflit en Ukraine. C'est un peu la démocratie contre la dictature, l'autocratie. Et donc j'espère que ces pays-là vont choisir un côté où il y a plus de démocratie, plus de liberté, plus l'idée
s'exprimer, de liberté, d'aller à l'école, l'égalité pour tous. J'espère que ça va triompher plus que l'autre camp. Ok, c'est l'avis de Raymond. Alors on vient à Nico, hein, tout de suite. Après on vient à René. Nico, on disait que Macron à la reconquête de l'Afrique, il y a une attention très forte de grandes puissances sur ce continent. Alors qu'est-ce que tu en dis à propos? Quel est ton sur cette question-là, sur cette affaire? La France a mal joué. Elle a mal joué. Elle a mal joué. Elle jouait à domicile et elle a mal joué. Bon. Et c'est les joueurs de l'extérieur qui viennent d'une leçon de ballon. Et ça, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Bon. La France-Afrique, avec tous ses travers, sont connus. Le roi est nu. Les manips avec le franc CFA, la manipulation du pouvoir en place, des pouvoirs en place, la corruption organisée par la France elle-même, tout ça est sur la table désormais. Bon. Et en plus de ça, bon, et ça c'est marrant, les fameuses contraintes des droits de l'homme officiellement de la France, les autres disent je m'en fous, j'installe des usines, je crée des écoles, je fais des stades. Bon. Donc elle est battue sur tous les terrains, la France. Bon. Donc ça veut dire qu'il faut qu'elle se repense, puisque l'Afrique est une nouvelle frontière. C'est une nouvelle frontière. Donc on ne peut pas avoir été là, et maintenant ça va se jouer là, et d'être perdant. Bon. Et là, elle ne sait pas comment faire. Il y a une sorte d'hypocrisie, j'ai changé, tout ça c'est du cinéma. Il y a un ami qui me disait, c'est comme si les trois petits cochons croyaient que le loup s'est converti à l'islam et comme les musulmans ne mangent pas de porc, les petits cochons vont parler avec le loup. Hein? La France ne s'est pas convertie à l'islam, mais les petits cochons doivent faire attention pour ne pas le dévorer. Hein? Mais en tout cas, elle doit repenser. Elle doit repenser. Au tout début, hein, petite parenthèse, la France, pour pouvoir parler à l'Afrique, elle avait utilisé les Guadeloupéens. Bon, les Guadeloupéens. Ah ouais, ça. Et on a eu de grands hommes. Hein, là. Attention, hein. Bon, l'histoire nous dira peut-être un jour du Képalé, c'est pour ça. Mais, et ils ont joué des rôles très importants. Bon. Aujourd'hui, moi, je ne sais pas si j'étais français, moi, j'appellerais Spéronel. Ah ben, c'est parce que Spéronel n'est pas manipulable, il est intelligent, il connaît la pragmatique, et c'est un moderne. Et il est noir, ce qui n'est pas un défaut en Afrique. Hein? Donc, mais je suis toujours fâché quand la France ne sait pas utiliser sa ressource. Il y a de la ressource. Et comme on ouvre une nouvelle page, bah, ouvrez-la avec des gens intelligents et que, a priori, l'Afrique ne déteste pas. Et pour finir, le prix Nobel de la paix, il n'y a pas longtemps, là, le Congolais Denis Mukwege, qui vit au Congo. Vous savez, le Congo, c'est une bijouterie à ciel ouvert. Bon. Ouais. Et il me disait, Nico, tu vois, quand je vous vois, mais je me dis, venez me coloniser. Vous, les enfants, nos enfants, là, revenez nous coloniser. Je préférerais que ce soit vous qui voliez les diamants. Hein? Parce que, bon, c'est pas tout à fait perdu si c'est vous. Hein? Bon, avec un peu d'humour. Donc, ça veut dire, il y a quelques affaires. Je ne sais pas si la France en aura l'intelligence. Si elle aura l'intelligence de penser quelque chose avec la ressource interne qu'elle a, parce qu'après Focard, le Guadeloupéen, peut-être qu'il y a à faire si on est intelligent, si on est français. Alors, une analyse encore assez pointue de Nico. C'est sûr que c'est une question c'est une thématique qui est tout à fait d'actualité. Là. Alors, René, question à l'Afrique. Oui, alors, il faut savoir que de manière générale, l'Afrique, les relations entre les anciennes puissances coloniales, et l'Afrique, toujours marquée du sceau du colonialisme. C'est ça qui est grave. Bon, le colonialisme, objectif c'était justement prendre les richesses, dominer, prendre les richesses pour payer propre développement industriel, économique, de la pensée scientifique, etc. à Kazaï.
et priver ces pays-là. Ça, c'est développement, c'est possible. Il se trouve que même là, voilà, les pays d'Afrique viennent indépendants, ils viennent indépendants formellement, mais ils n'ont pas vu émancipés. Ils auraient été toujours en bas, en prise coloniale là. Et la France paraît mettre en cause, en prise coloniale là. Bon, un pays dit ça, la France de manière beaucoup plus pointue. L'Angleterre essayait de jouer les compétences locales, etc., etc. En France, c'était ou bien tu fais partie de ceux qui, c'est ça, en forme d'assimilation, tu soutiens le pouvoir en France, ou alors on t'élimine. Et forme là, ça, c'est une forme particulièrement grave, particulièrement dangereuse. Pourquoi? D'avoir, nous sommes un pays, et il appauvrit tous ces pays-là, ça. Mais en même temps, il fait monter à toute en conscience, si vous voulez, des nécessités à sortir dans ces cadres-là, ça, et à émanciper eux. Et tout ça qui a passé en Afrique actuellement, sont une volonté d'émancipation, même si parfois il a exprimé de manière contradictoire, mais sont une volonté d'émancipation par rapport à ces liens coloniaux là, ça, et par rapport à l'esprit colonial qui a animé les puissances occidentales, les anciens colonisateurs. Et en cas quoi, dans le discours à Macron, pour sortir dans relation coloniale là, ça, malheureusement pour lui, il n'est pas sorti à deuil. Et ça, il a proposé là, c'est simplement un aménagement avec un petit coup de piste liberté, mais et bien qu'à dit ça dans le discours, d'ailleurs, nous avons des intérêts à défendre. Bon, là, on dit nous avons des intérêts. Et au cas où il voit ces gens-là, il faut savoir bien que bon, ces gens-là pas beaucoup d'autant plus que yo intérêt à yo, c'est reprendre mes propres richesses à yo pour construire propre développement à yo. Et yo qu'à chercher toutes les alliances nécessaires. Mais les alliances, ça ne veut pas dire que ni en prise à l'autre là. Il ne faut pas chercher obligatoirement ni en prise à la Russie, ni en prise à la. Il faut chercher les alliances qui permettent de développer propre pays à eux et propre bidon. Or, l'alliance qu'il y a tenu, les anciennes alliances qu'il y a tenu, et qui est essentiellement basée d'ailleurs en sorte de marée sur le plan économique, avec le fonds CFA. Hein. Parce qu'il ne faut pas oublier que le fonds CFA, Banque centrale ici, Banque à Paris, Banque à Paris, hein. Et ça, c'est pas normal. Et ça soutient l'économie française. Oui, et ça soutient l'économie française. C'est pas normal que c'est là, réserve là et toutes ces bidailles. Donc, si vous voulez, il y a une nécessité de véritable émancipation à ces pays-là, et surtout de construction à eux. Elle avait tout défaut qu'il y a béni, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que la France avant il passé par toute qualité de tribulation, hein, il a fait, etc. Il y a une évolution à les peuples et tout ces bêtises. Et ça, tout le temps, que les pays comprennent que les rapports qu'il y a avec les anciens pays coloniaux, qui sont africains, qui sont d'ailleurs d'autre côté, en Amérique latine. Dans le monde Amérique latine ou asiatique, hein, ces rapports-là doivent être des rapports véritablement des rapports de fraternité, des rapports de complémentarité et permettre chaque monde de développer pour ni le maximum de maîtrise en les propres développements, etc. Si on ne va pas comprendre ces bidons ça et que ça va être des rapports gagnant-gagnant, eh bien, il y a besoin de sortir dans cette situation-là. Juste un mot. La géopolitique actuelle. Juste un mot pour préciser un petit peu tout ce qui est dit. L'environnement a changé. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui. Et donc, la donne, fondamentalement, a changé. Ouais. Les problèmes qui se... Alors, ça veut dire quoi? Depuis 30 ans au moins, j'ai fini mes études il y a 40 ans, l'université française, belge, États-Unis, pas États-Unis, Angleterre et compagnie, ont fourni un tas de diplômés au niveau africain. Absolument. Ils ont tous été piqués par la Banque mondiale, par l'ONU, par le PNUD, par toutes ces instances intermondiales. Bien. Certains sont retournés un petit peu dans leur pays à des moments donnés, comme c'est la présidente du Nigeria ou du... Bon, mais ils sont pas... Mais ça a accumulé un certain nombre de gars extrêmement compétents. Moi, je connais plus au niveau des Congolais de Kinshasa, où est le président maintenant, que d'autres. Mais il y a eu énormément, une masse indépendante de gens intelligents qui n'ont pas pu retourner dans leur pays, qui sont restés, mais qui étaient très compétents et vendus par ailleurs. L'environnement a changé, ça veut dire que ces gens-là maintenant constituent une masse critique qui pose les problèmes plus au niveau politique, mais au niveau géostratégique. Et il y a deux éléments fondamentaux de leur discours. Le premier élément, c'est de dire on a l'or, mais on n'a pas les banques. Et le deuxième élément, c'est de dire on a les matières premières, mais on n'a pas les usines, on n'a pas le développement. On est sur un terrain très pragmatique.
Et ils viennent avec ce discours-là. Ils n'ont pas de revendication politique par rapport à leur pouvoir en place. Ils sont en train de composer, mais avec les pouvoirs en place, qui commencent à se rendre compte que le niveau moyen de la conscience populaire augmente et que leur pays a besoin aussi de développement, a besoin de choses. Et c'est ce discours-là maintenant qui passe et qui s'impose à l'Europe, qui a effectivement tous les outils de développement sans avoir les richesses. Et on le voit même pour l'énergie par rapport à la Russie et compagnie. Et c'est ce qui arrive maintenant et qui repose différemment le paradigme du développement. Voilà donc concernant l'Afrique, hein, cette présence de Macron en Afrique, ce déplacement, dit-on. Alors nous étions bien téléspectateurs, téléspectatrices, les préliminaires, n'est-ce pas? C'est ainsi que nous les appelons, les préliminaires. Venons-en au thème d'aujourd'hui, à savoir, qui va s'afficher bien entendu à l'antenne. Souverain, vous allez voir en tout cas sur votre téléviseur, c'est affiché donc, souveraineté alimentaire, quel défi pour la Guadeloupe? Parce qu'on en parle, c'est d'actualité, on en parle. Vous savez, on parle aussi d'autonomie alimentaire. C'est pourquoi il est important, à mon sens, que nous fassions cet effort de clarifier les choses. Souveraineté alimentaire, qu'est-ce qu'on entend par ça? Peut-on aller vers, entre guillemets, une utopie d'autonomie? Alors peut-être, je sais pas, Ramaï, on lance la musique. Hein? Alors, la souveraineté alimentaire, qu'est-ce que ça doit être pour nous réellement? Alors déjà, est-ce que il y a des pays vraiment avec une souveraineté alimentaire qui puisse nourrir son pays, sa population, sans intervention d'autres pays? Oui. Je ne sais pas si, à ma connaissance, il y a pas, ils ne sont pas nombreux ces pays-là, ou alors il n'y en a peut-être pas du tout. Parce que un pays a toujours besoin, il y a une production locale, comme ça se fait partout, mais on a toujours besoin d'une compensation de l'interdépendance, de l'interdépendance, d'avoir un peu de ce qu'a fait l'autre, pour pouvoir... Solidarité. Oui, on a besoin de diversifier. Donc, souveraineté alimentaire, certes, je crois que chacun a besoin de sa partie de souveraineté alimentaire, mais je ne pense pas qu'un pays... d'autant plus la Guadeloupe, un petit pays comme la Guadeloupe, puisse se suffire à elle-même de produire tout ce dont elle a besoin. Donc, dans notre créneau, par exemple, le créneau de l'agriculture, moi, je ne suis pas inquiet du tout. Pour ce qui concerne l'agriculture, la production locale, c'est quelque chose qui pour moi, on a vu dans les différents conflits où la Guadeloupe a essayé de trouver un excédent de production de fruits et légumes sur le plan local. Donc il a fallu on peut produire tout à fait pour ce que nous pouvons produire tout à fait être autosuffisant sur certains produits. Maintenant, dans les produits transformés, alors là, il faut avoir des industries pour transformer, il faut avoir de l'énergie. Par exemple, on a besoin de farine de blé. Eh bien oui, mais on ne fait pas de blé, on peut avoir d'autres farines. On a le manioc qui est très connu ici, le fouquiapé. On peut avoir des produits de substitution, mais on aura quand même besoin de ces produits de pays étrangers qui arrivent pour pouvoir nourrir la population. Mais souveraineté alimentaire, pour avoir la plénitude de pouvoir produire tout ce dont on a besoin, moi je n'y crois pas. Il n'y a aucun pays qui dans cette situation-là. Maintenant, par exemple, pour le textile, pour nos chaussures, bon, je ne dis pas qu'on peut être fabricant de chaussures si on développe en ce sens. Mais je ne pense pas que la Guadeloupe sera compétitive, par exemple, pour faire des chaussures sur le plan textile. Non, il y a toujours besoin de cette interdépendance pour faire venir des produits d'ailleurs. La France n'est pas autosuffisante, un grand pays comme la France, qui est un grand pays agricole, et pourtant la France, même sur le plan de l'agriculture, se trouve dépendante de certains d'autres pays pour pouvoir subvenir à ses besoins alimentaires. Donc développer ce qu'on peut développer, ok, je pense qu'on a tout à fait cette possibilité, mais la souveraineté totale et de ne pas être dépendant du reste du monde, pour moi, c'est de l'utopie. C'est de l'utopie pour Ramaï au stade de la conversation. On va venir à Nico. Nico, la souveraineté alimentaire, tu as un contenu là-dedans. Comment tu
qu'est-ce que tu mets, toi? Et puis, il faut aller, il faut se poser la question, où en sommes-nous? Oui, alors, si tu veux, pour parler un peu des mots, parce que les mots ont un sens, il ne faut pas avoir peur du mot souveraineté. C'est pas un gros mot. La France est un pays souverain. Et pourtant, comme dit Ramaille, elle dépend, dans le cadre d'échanges bien compris avec ses partenaires, au niveau alimentaire, vestimentaire. Donc la Guadeloupe peut être utilisée le mot souveraineté parce qu'elle choisit elle-même. Hein, on choisit. On peut choisir nos dépendances. Hein. Bon, c'est une stratégie bien connue. C'est-à-dire qu'il y a des filières qu'on peut décider. On dit dans cette filière-là, la chaîne de valeur, on peut rentrer dedans, on peut aller loin, on peut pas, on voit où on peut aller, où s'introduire dans la chaîne de valeur. Et d'autres, on dit, bon, pour l'instant, on peut pas. Mais il faut que politiquement d'abord, politiquement, ce soit clair, hein, que c'est à nous de décider, pour nous-mêmes, par nous-mêmes. Dès lors qu'on décide pour nous-mêmes, par nous-mêmes, on a progressé. Hein. Bon, ça ne va pas s'imposer à nous. C'est nous dit, voilà, dans la filière viande, on va aller jusqu'au bout. Bon, par exemple, hein, bon, dans les légumes, bah, et c'est ça qui est important. Moi, je vois ça comme, paradoxalement, hein, comme une question politique, d'abord, politique. Hein, bon. Et puis après, hein, certainement, hein, ça, tu connais ça mieux que moi, il y a les problèmes de production, les coûts de production, est-ce que par rapport au marché, comment faire pour produire localement en supportant tous les coûts alors qu'on importe en coût variable. Bon, ça, c'est des problèmes connus. Hein, comment on peut faire? Est-ce qu'il y a une fiscalité qui peut nous aider, en sachant que nous sommes Français, Européens et Caribéens, toutes ces contradictions-là à gérer. Mais je pense que, et je vais arrêter là parce qu'il ne faut pas dire trop de choses, il y a des dynamiques qu'il faut mettre en route. Il y a une dynamique politique à mettre en route. Il y a une dynamique économique à mettre en route. Il faut la mettre en route, et je te le dis, avec l'économie sociale et solidaire. Il y a une dynamique culturelle à mettre en route, à deux niveaux, à mettre en route, à deux niveaux. Au niveau de l'entreprise, il faut que nos entrepreneurs s'attaquent à la question, parce que ça crée de la richesse, ça crée des emplois, et puis ça crée de l'indépendance relative. Hein, bon. Et puis, il y a au niveau culturel, le goût. Le goût, on fabrique le goût. C'est-à-dire que nos enfants veulent manger du McDonald's. Et nous faire des frites de fruits à pain. Il y a un problème culturel à régler. Hein? Et ça, il faut mettre en route la dynamique culturelle de la réappropriation du goût guadeloupéen. Et tout ça, pour employer un mot de Villepin, sous le label du patriotisme économique. Voilà pour les principes. La déclinaison, c'est beaucoup plus difficile, mais on aura au moins avancé en posant les principes. On retient le patriotisme économique. Alors on est... Bon, souveraineté alimentaire, c'est sans doute capacité à produire, mais aussi à faire des choix en termes alimentaires, en termes de santé. C'est un concept extrêmement profond, l'aura examiné en fait. C'est pas seulement peut-être la production, c'est le choix, des choix il y a à faire. Assumer souveraineté alimentaire à la population, c'est faire en sorte que la population peut nourrir avec les produits les plus élémentaires. La souveraineté alimentaire, on peut assumer à travers tout ça qu'on a consommé, c'est-à-dire l'eau, manger. Et lié aussi tout environnement-là, alors qu'on a parlé de l'eau, tout environnement-là qui est dans toi. La souveraineté alimentaire, il faut construire en les basant effectivement la production. La production, pas seulement agricole, mais la production à manger, production à de l'eau. Fournir maîtrise à production de l'eau, fournir aussi maîtrise à production agricole, mais fournir aussi maîtrise à production à pêche à eau. Parce que tout ça qu'on fait par outil, alors avec l'agriculture, il y a l'élevage, tout ça donne, et pêche à eau. Parce que tout ça qu'on fait par outil, de l'alimentation à la population pour assumer l'essentiel. Ça a demandé au Kibitin, ça a demandé aussi, si vous voulez, une volonté politique. Mise à disposition des terres, production à les terres, organisation à la production, de façon que pour arriver. Alors, il ne faut pas nous dire petit pays et grand pays, hein, parce que grand pays, il y a gros défaut, c'est qu'il n'y a pas de monde à manger, petit pays, il y a moins de monde à manger. Et chaque monde là doit réussir à bailler la population à manger à partir de ça environnement foncier, etc. Donc, d'où préservation, le travail de l'agriculture, de l'environnement foncier.
Troisième bitin, c'est qu'il faut une volonté politique. Pourquoi? Parce qu'on doit être un accompagnement financier et douanier alentour à ça. C'est-à-dire, tout le système des taxes, douanes et tout ça doit être servi à développement, à souveraineté alimentaire. Et ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de telle manière qu'il y ait permettre de vous protéger la production, mais qu'en même temps, il y a permettre de vous, si vous voulez, éviter que la concurrence extérieure de mon produit même bitin qui vienne écouler la production. Donc, il faut une compétence douanière, il faut une compétence fiscale à niveau là ça. Et c'est pour ça qu'on va parler de volonté politique. Il faut les moyens, il faut les leviers pour. C'est-à-dire qu'il faut contrôler la fiscalité. Oui. C'est extrêmement important. Il faut développer aussi tout ton système, puisque tu as parlé de transformation, c'est-à-dire l'agroproduction, pas l'agroproduction, l'agrotransformation. L'agrotransformation, voilà, pour essentiellement. Tout ton agrotransformation à l'entourage, qui au niveau à la production végétale, fruits, etc., animale aussi, fournit tout un certain nombre d'habitants à l'entourage, et au niveau à la pêche, fournit conserverie, fournit transformation. Donc, selon volonté politique, il faut investir à deux. L'énergie, nous peut manquer. Parce que l'énergie, nous n'est effectivement l'énergie éolienne, etc. Mais nous avons aussi une énergie fondamentale, c'est la géothermie. Et c'est en les bases de ça qu'il faut développer toute mais ça aussi, il faut une volonté politique. Il faut une volonté politique de développer justement les énergies de telle façon qu'on débarrasser de plus en plus des énergies fossiles qui coûteront un paquet d'argent qu'on n'a investi pas là. Donc, si vous voulez, c'est mise en place en véritable volonté politique, la souveraineté alimentaire. Alors, pourquoi la France a parlé de souveraineté alimentaire? C'est tout simplement parce qu'elle a trouvé dans une situation actuellement où il ne peut pas assumer de faire souveraineté alimentaire à la population. Pourquoi? Parce qu'il dit, bon, quand ça va vendre moins cher dans notre pays et tout ça, bon, nous ne pouvons pas là, nous ne pouvons pas là. Et à présent, quand il y a la guerre, nous ne pouvons pas éviter. Il a trouvé dans une situation de pénurie par rapport à un certain nombre d'habitants. Et c'est là qu'on voit que la conception des faits que pour pénurie de population, il faut attendre à l'extérieur à tout prix, pas bon. Oui. Qui dit toujours des échanges, dit des biens qu'on peut produire à Casa, ou chez l'autre côté, ou qu'on vend d'autres produits. Mais ça fait partie des échanges du commerce normal. Mais il faut protéger capacité. Alors, volonté politique, volonté économique, il y a une page. Ils sont ensemble. Pour moi, ils sont ensemble. Ensemble, c'est très bien, mais on ne peut pas parler de recherche tout à l'heure là. C'est bien la recherche appliquée. C'est-à-dire appliquer les données de la recherche fondamentale à la transformation. Et oui, c'est ça, les entreprises qui bisient, le rhum qui bisient aussi, tout ça. Il faut produire les entrants, il faut produire les engrais. Et on a les capacités de produire à Casa, à niveau à territoire. Oui. On va laisser l'espace donc à une page publicitaire. Hein. Donc, on revient tout à l'heure avec vous, téléspectateurs, téléspectatrices. La pub. Merci. Nous étions d'échanger. Alors, Raphaël, par rapport à tout ce qu'on a entendu, il y a des perceptions personnelles de la question. Alors, la première chose, c'est quand tu dis quel défi pour la Guadeloupe, c'est vraiment la centrée, vraiment le cœur de la problématique. Parce que toute opération qui va concerner la souveraineté, et au-delà, toute opération qui concerne le développement, quel que soit, développement humain, développement économique, c'est un défi, presque par définition, puisque c'est partir d'un état de moins-value pour aller vers un état de plus-value. Et les éléments du défi, il faut bien qu'on soit conscient de leur place et de leur pondération. Ça a été dit. Hein. Premièrement, ce sont les ressources dont on dispose. Absolument. Deuxièmement, c'est le système d'exploitation qu'on va mettre dessus. Et troisièmement, c'est la capacité de satisfaire une population. En principe, la sienne. Ce sont ces trois éléments-là qu'on va mettre en équation et qu'on va essayer, et qui vont rendre compte de la capacité d'un pays à faire son développement. Pas nécessairement sa croissance, mais à faire son développement, ça veut dire à créer les conditions qui président à la satisfaction de sa population avec les moyens qu'elle a. Et pas des moyens nécessairement d'importation, dont on va négocier un petit peu les choses après. Alors, cette souveraineté signifie quoi? Ça signifie alimentaire ou autre. Ça signifie pas d'être indépendant, ça, on n'a jamais dit ça. Ça signifie d'être plus ou moins autonome. Donc là encore, le débat doit être posé entre l'autonomie qui est toujours relative,
qui nécessite parfois une codépendance ou des rapports d'allégeance avec certains, et une indépendance. Je ne parle même pas d'interdépendance, parce que c'est encore plus compliqué. Une indépendance qui signifie quelque part une césure avec les autres. Donc c'est pas évident. Et deuxième point d'équation qu'il faut essayer d'éclaircir, c'est le rapport entre c'est la notion de cohérence. On n'est pas cohérent. Ce qu'on recherche en Guadeloupe, c'est pas d'être cohérent avec l'économie monde, pas nécessairement, ou avec considéré comme une globalisation, comme une mondialisation. C'est d'être cohérent avec tes propres ressources, celles de ton territoire. C'est ça qui est important. La verticalité, elle ne vient pas de haut et s'applique vers le bas. Elle part du bas, de la base de tes ressources propres, de tes ressources remarquables, pour aller vers le haut et voir comment tu te construis. Le troisième point, c'est aussi le niveau de satisfaction de la population, mais satisfaction de la population, pas par rapport à des clichés d'importation qui te donnent des modèles de consommation, mais des clichés, mais par rapport à des réalités qui sont des réalités locales, qui sont des réalités vernaculaires, sur lesquelles tu peux baser réellement un développement autonome et authentique. Autre point, c'est aussi de relier, ça a été dit, la dimension nature et la dimension culture. Et ça, c'est très important. Et vous voyez tout le schéma de réflexion qu'il y a derrière. Je rajoute aussi, c'est être conscient de ses qualités propres, autonomes, de ses atouts comparatifs. À partir de tout ça, on peut imaginer un développement donc vers une souveraineté qui est nécessairement, et ça a été dit par René et par d'autres, une organisation politique de la mise en place d'une chaîne de valeur. Mais d'une chaîne de valeur qui part du territoire, peut-être plus, qui part du terroir pour arriver au territoire. Le territoire, c'est l'espace mental de convergence vers lequel on veut aller. Et le terroir, c'est ce qu'on a réellement, les éléments patrimoniaux. Donc je crois que c'est ça qui reprend un petit peu tout ce qu'on a dit. Une volonté, d'abord une volonté. Ensuite une authenticité, on parle du concret d'ici, et après une dynamique de système d'exploitation dominé par les acteurs qui deviennent pas simplement des acteurs locaux, mais des auteurs de plus-value et créateurs de valeur ajoutée. C'est pas facile, mais c'est un projet de société. Projet de société, et puis animé par une volonté politique. Et un peuple derrière qui comprend une volonté politique, une démarche socio-pédagogique d'explicitation, de clarification des choses, et puis des engagements sereins. Alors, on doit s'interroger aussi sur la question de la volonté politique. Quand on voit, par exemple, il y a un problème de foncier, bien entendu. Oui, mais là, on va y arriver. On va y arriver, absolument. Parce que la pression des réalités externes est telle que va devoir se développer la nécessité de penser les capacités de développement à l'interne. Je vois, par exemple, il y a des groupements fonciers agricoles qu'on a créés et il n'y a pas d'eau. Mais il n'y a pas d'eau. Mais que les politiques disent... C'est toute la politique à mettre en place. Oui, moi je vois par exemple dans le GFA du Puy, on parle beaucoup de souveraineté alimentaire, ce sont des acteurs politiques qui en parlent. Mais pourquoi ne pas expliquer il faut expliquer pourquoi on ne peut pas doter en eau. Il faut expliquer, attendez, soyons clairs, il faut expliquer, donc c'est ce qu'on appelle la clarification, et derrière donner les plans d'action. C'est ça qui est important. Et ça revient à mon problème de pragmatique. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau, on constate, bon, on fait quoi? Et dans quel horizon? Et cette planification-là, ça permet de passer d'une économie de troc ou d'une économie de comptoir de laquelle nous sommes maintenant à une économie planifiée et assumée par une population avec ses élus. Alors, Ramaï, pas mal de choses se font. On voit sur le terrain, on voit émerger des structures de vente. Il y a un commerce, une distribution, une courte distribution, un commerce de proximité qui s'est fait, un circuit de distribution court. On voit les marchés, on va sur notre marché. Maintenant, ce n'est plus comme autrefois. Maintenant, nous connaissons ça. On va sur le marché à côté, le samedi, le mercredi à Moule et ailleurs, on fait ses achats. Il y a une organisation, il y a quelque chose qui existe quand même, qui émerge plutôt. Oui, je pense que sur le plan local, on a quand même, sur le plan production agricole, on a de la marchandise, de la production de bonne qualité et faite par des professionnels, par des locaux qui savent faire. Nous avons quand même des gens qui savent produire ici des produits sur le de la terre. Mais est-ce que c'est suffisant?
pour pouvoir nourrir la population, parce qu'on ne va pas manger que des produits de la terre. Il y a autre chose. Et c'est là qu'il y a cette interdépendance dont on a parlé et qui rentre tout à fait en ligne de compte. Mais c'est vrai qu'il faut une volonté politique pour aller vers ce développement-là et faire émerger entre le goût et la culture, comme disait Nico. Il y a tous ces principes à mettre en place, cette volonté politique pour aller vers. Mais avec toute la bonne volonté politique qu'on peut avoir, il y a le domaine économique, le secteur économique, le marché qui règle. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on va faire parler de la douane. Mais est-ce qu'on va s'enfermer? Est-ce que la population même sera d'accord lorsqu'on, par exemple, on reçoit des produits de l'île de la Dominique à côté ou de la République dominicaine, les mêmes produits, 2, 3, 4 fois moins chers que leurs produits fabriqués sur place. Donc il y a aussi ce côté, lorsqu'on parle de la Caraïbe, il y a déjà cette barrière économique où si on veut commercer, parce qu'une fois qu'on s'enferme, si on ferme pour l'autre, mais l'autre va fermer pour nous aussi. Donc il y a ce jeu là aussi. Il y a aussi des dispositions politiques que l'autre va prendre chez lui. Donc il ne faut pas non plus s'isoler et trouver le juste milieu. Parce que, comme je disais, avec toute la bonne volonté politique, il y a quand même le côté économique, le portefeuille qui oriente un certain nombre de choses. Bien entendu, s'il faut passer par mettre des barrières douanières, à ce moment-là, on risque de se trouver isolé. Donc, il y a cet aspect d'équilibre. Mais si on pousse l'analyse un petit peu plus loin, et on voit l'interdépendance sur le plan mondial, le but du jeu, c'était quoi? Nous sommes arrivés à la globalisation, à la mondialisation de l'économie. Le début de cette mondialisation, c'était d'arriver justement à avoir la paix avec cette interdépendance entre les pays, gauche, droite, autocratie, démocratie, tout ce que vous voulez, tout ce qu'on veut, d'arriver à une forme d'interdépendance entre les pays et pour avoir la paix militaire sur la planète. Le grand voisinage. Oui. Et ça a marché pendant un certain temps. Et la mondialisation, c'était l'un de ses buts, c'est son premier but. Et Poutine a fait sauter ce verrou-là. Et on est rentré dans ce schéma où on voit que la guerre, malgré cette indépendance, la guerre est rentrée en Europe. On croyait que c'était fini, la guerre avec les gens qui se tirent dessus à coups de fusil, comme on voit à la télévision entre les Ukrainiens et Russes. Pour moi, c'était révolu, démodé. La planète n'aurait plus connu ça. Or, on a vu que ça n'a pas été suffisant. Cette interdépendance économique, l'un a besoin de l'autre. Et on veut quand même, si la Chine aujourd'hui, on élargit ça, parce que c'est un grand sujet, si la Chine aujourd'hui n'est pas encore rentrée en guerre, c'est peut-être parce que c'est à cause de cet aspect économique. Il ne veut pas faire sauter son économie s'il rentre en guerre avec en soutenant la Russie, et tout le reste de son économie risque de tomber. Avec tous les problèmes que les Chinois ont à gérer avec le Covid, qui n'est toujours pas fini en Chine. Donc, vous voyez que c'est pas simple, c'est compliqué. On croyait avoir la paix sur la planète avec cette indépendance, ça n'a pas marché. Maintenant, il ne faut peut-être pas continuer à persévérer et de trouver la solution. La paix dont on parlait, dont tu parles, elle a été organisée non pas autour de la bonne volonté des hommes ou de l'intelligence des hommes, mais à partir de la loi du marché. C'est la loi du marché. Et donc l'indépendance du marché. Alors ça veut dire que cet axe de paix dont tu parles, et qui permet de comprendre les contradictions qu'on a maintenant et qui sont importantes. Donc, dans le schéma de la mondialisation, le premier point, c'était l'internationalisation de la production. Le deuxième point, c'était la globalisation de l'économie. Et le troisième point, c'était la mondialisation des échanges. Et c'est sur cet axe-là que s'est fait la fameuse solidarité, qui n'était même pas une solidarité de politique, de vision, quoi que ce soit, mais qui est une économie de marché qui devait, donc matérialiste, capitaliste et tout ce que tu veux, et capitaliste subtil, c'est-à-dire capitaliste des capitaux, et qui devait rendre compte, soi-disant, du bonheur de l'humanité. Mais à l'intérieur de ça, les tensions ont toujours existé, parce que les dimensions culturelles ou sociopolitiques, socioculturelles qui auraient dû accompagner ce nivellement par l'économie ne s'est jamais mise en place.
Et donc, on est dans la même fracture aujourd'hui qu'on était il y a 30 ans, il y a 40 ans, sauf que maintenant, les masques tombent. On vient à Nico tout à l'heure avant de revenir à René. Alors, Nico, on a entendu, hein, ce n'est pas simple. D'où l'intérêt d'en débattre, n'est-ce pas? Comment dire, ce n'est pas simple, d'où l'intérêt d'en débattre. Vous savez, ici, en Guadeloupe, il y a des initiatives, nous savons, qui émergent. Ça, c'est 2009, dirait-on. Qui a poussé à cette rénovation dans l'approche de circuits courts de distribution, d'importance à la production locale. Alors, Nico, ton analyse là-dessus? Oui, alors, bon, tu me questionnes sur 2009, je ne veux pas parler de ça, mais je vais te répondre rapidement là-dessus. Moi, j'ai toujours dit que 2009, c'est une Guadeloupe qui marche sur un seul pied. Elle a besoin de marcher sur 2 pieds, le pays. On ne fera pas le pays qu'avec un syndicat, même si ce sont mes amis qui sont dedans, majoritaire de salariés. On a besoin de produire. On a besoin de produire. Et l'autre pied, le LKP de la production, on a besoin de mettre ça en place. Et c'est pour ça qu'on a besoin de susciter des entrepreneurs. La Guadeloupe a besoin d'entrepreneurs. C'est bien d'avoir de grands professeurs, pas de problème. Des grands grecs, c'est bien. Mais il faut des entrepreneurs, des gens qui produisent, des gens qui savent organiser la production, qui ont le sens du risque et de la responsabilité. Des gens, j'ai 2 exemples en tête, ce sont des femmes. J'ai l'exemple de Mademoiselle Lolia, qui a créé Typo Pays, et qui se bat pour que nos enfants puissent manger des produits sains, faits à base de la production locale. Et peut-être, si ce produit prend, tout le monde qui veut manger ça. Parce que si c'est bon pour bébé, c'est bon pour maman. Bon. Je pense aussi à une autre femme qui est sur le Petit Canal, hein, qui est Madame Karen Bédard-Emilien. Tous ces gens-là ont compris qu'il y a un espace qui s'ouvre pour la production et l'agro-transformation. Et ça, il faut arrêter d'en parler. Il faut que les entreprises rentrent dans le champ. Il y a du financement pour ça, mais il faut avoir une expertise pour pouvoir avoir ce financement. Il y a un marché pour ça, mais il faut avoir un marketing qui puisse atteindre la cible. Il y a de la place pour la compétence entrepreneuriale. Ça sera une chose. Et la deuxième chose, Jean, je n'insisterai jamais assez pour te dire, il y a de la place pour une économie qui fasse la convergence entre la logique du profit, le profit, la perfection, l'excellence, et puis l'utilité sociale. L'utilité sociale. Ça, je crois beaucoup en ce type d'entreprise-là. Il faut qu'on comprenne qu'une coopérative de consommateurs, par exemple, voici une idée. Hein, si on veut affronter Bernard et ses amis, on peut le faire que par le biais de la consommation. Nous sommes les consommateurs. Structurons la consommation, hein, et passons commande courageusement, et produisons pour les consommateurs. Voici une clé. Il faut qu'on rappelle également des économies d'échelle. Mutualiser la recherche et le développement. Ça aussi, j'ai rencontré de grandes difficultés avec mes conseils, les gens que je conseille là, sur la production. La R&D est faible, ou elle est dispersée. Il n'y a pas les outils de R&D suffisantes dans le privé. Il faut aller chez Pasteur, il faut aller en France, si on veut tester un cosmétique, si on veut tester un produit alimentaire, c'est pas normal. Pas normal. Ça coûte pas cher, hein, mais si tous les chercheurs de l'agro-transformation se mettent ensemble pour mutualiser la recherche et le développement, on peut y arriver. Et tout ça, c'est l'ESS, c'est l'ESS, ma grande folie. Hein, mais je crois, comme je disais, Raphaël a raison, c'est pas simple cette affaire-là, mais on peut se mettre d'accord politiquement pour mettre en route des dynamiques convergentes. Les politiques entendent. Alors, René, après cette analyse aussi, comme toutes les autres, est-ce que mon pointu? Non, ça très oui. Oui. L'exemple là qu'elle prend là, l'exemple à Lolia, pour moi, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que, exemple à Lolia, création d'entreprise, petit pot pour bébé, et type de travail là qu'elle a fait, c'est-à-dire mener justement Timoun à retrouver goût
à ça nous avons produit un pays en nous à travers un petit pot bébé. Et c'est essentiel. Parce que ça, on petit monde, si on voit un petit pot et tout ça, ou bien il manger. Il y a des produits qui pas des produits qui à Kazaï, qui produit à Kazaï et tout c'est bien ça. Automatiquement, chemin normal là, il arrive à McDonald's et compagnie. Et il peut arriver à boisson sucrée. Il peut arriver à ça qu'on produit à Kazaï et tout c'est bien ça. Travail là, il a fait l'essentiel. Pourquoi? Parce qu'il y a un aspect sur le goût, il y a un aspect culturel et il y a un aspect de terroir et de développement de terroir. C'est vrai, c'est vrai. Mais à côté, le travail là qu'il a fait là, il faut que ça soutienne par une volonté politique qui va mettre l'environnement, c'est-à-dire les moyens financiers et techniques qui permettent non seulement une force importante et pérenniser l'entreprise là et tout ces bidets à ça, mais toutes les capacités de développement. Et c'est là la recherche, tous ces bidets à ça, qui vient mettre en service pour permettre au certain nombre de bidets. Mais ça lié en volonté politique. Pas politique en bouche, mais politique sur le terrain. Non, mais là, on va parler de... Enfin, l'autre jour, on entend un bouc dire aux phrases qui était très intéressante par rapport à ça, il était capable, il faut demander, il était dit, oui, mais pardon, pas Guéry Boss. C'est fait pour réparer, permettre vous savez si vous voulez. Et c'est pour moi, c'est extrêmement important. Vous voulez arriver à la souveraineté alimentaire, on est des entrepreneurs qui ont fait travailler là pour... Si vous pas soutenir, d'ici quelques temps, ça Kevin, on... manœuvre qui fait, mais qui échoué. Et on dit Guadeloupe n'est pas capable. Non, pas capable. C'est parce que nous pas mettre tous les éléments et nous pas mettre une volonté politique nécessaire et tous les éléments à l'entour pour faire réussir. Évaluation. Et c'est ça qui est extrêmement important à niveau là ça. Alors pour moi ça c'est essentiel que volonté là ça qui existe. Et volonté là ça a demandé au dernier un certain nombre de leviers politiques comme un. Et le levier politique faut pénir. Le levier politique, parce que ça va permettre de vous agir, non seulement sur le plan économique, sur le plan culturel. Sur le plan culturel, les goûts, les connaissances à ça qui produit à Casa et tout ça. Mais ça va passer par l'école. Hein. Si l'école n'a pas développé ça, c'est le butin qui apprend quoi, exemple, c'est des butins qui sont extérieurs à ça, si on a dans l'environnement, ou pas valoriser ça qui à Casa, non plus. Hein. Donc, ça va passer par tout un certain nombre de volontés politiques aille vers un but, des objectifs qu'on a fixés. Très bien. Alors, Raphaël, on vient Raphaël, question. Il faut qu'on... Dans le prolongement de ce que tu venais, il faut aussi que nous, les Guadeloupéens, on se mette les yeux en face des trous. Oui. Il faut qu'on sorte, et je dis bien qu'on sorte, et ça peut être que nous, d'une ambivalence fondamentale. Qui est même plus qu'une ambivalence, c'est actuellement une position de conflit insoluble entre nous. C'est d'une part... D'affrontement. Mais c'est un train, c'est dans nous-mêmes. Entre une idéologie émotionnelle qui est dominante et qui fait groupe, qui fait connivence, qui fait appartenance, et on n'est que là-dedans. Bon. Et une idéologie de la production qui fait équipe, qui fait consensus. Absolument. Et qui fait identité. Et probablement succès. Et là, je ne veux pas dire qu'il faut faire de la psychothérapie, mais il faut mettre à plat des choses. Toutes les choses, il faut le mettre. Parce que c'est pas évident du tout. Et tant qu'on se rend... Parce que parallèle, il y a le schéma... Bon, on se projette sur le politique, il y a le schéma politique qui vient de l'extérieur, etc. Mais il y a un schéma interne, intra, sur lequel il faut qu'on parle. C'est ce qu'on fait ici. C'est quoi la volonté politique? Je voulais quand même toujours dans le même sens, toujours dans le même sens. Oui. C'est vrai qu'on parle beaucoup. On est de bons Français. Oui. On parle beaucoup. Oui. Beaucoup. Et les Allemands parlent aussi. Hein, et les gens sont plutôt à l'affût de vivre. C'est légitime, c'est humain, c'est normal, de vivre le mieux possible en travaillant le moins possible. Ah oui, ça c'est le gros problème. Ça c'est une logique économique. Mais c'est humain. Allez dire aujourd'hui, je prends un exemple, les pois d'Angola. Pois d'ivoire. Quelque chose qui est facile à produire. En Guadeloupe, en Espérito, on a parlé. Marie-Galante aussi. Marie-Galante, partout. C'est facile à produire. Mais qui va planter des pois d'Angola pour aller récolter des pois d'Angola, éplucher des pois d'Angola et aller préparer des pois d'Angola en Guadeloupe? Il faudrait aller à la République. Ce ne sont pas nos jeunes femmes d'aujourd'hui. Il faudrait aller à la République dominicaine pour voir comment ils font. Mais permettez-moi qui battent le pavé tous les jours. C'est pas ces gens-là, avec des ongles comme ça. Non, il faut, et c'est là qu'il faut cette préparation culturelle. Préparation culturelle. Ah oui, c'est souvent que je dis, il faut nous regarder, nous d'abord, et je suis tout à fait d'accord. Et je crois que nous sommes, là aussi, je crois que certainement on va faire la quasi-unanimité. Oui. Il faut aussi
mettre sur la balance cet aspect-là où les jeunes... la malbouffe, les McDonald's, c'est facile. On passe... aujourd'hui, on a les moyens... Quand on dit on a les moyens, malgré les petits moyens, on a les moyens, on va au McDonald's, on achète. On passe dans les comment dirais-je, les fast-food, les trucs rapides, les trucs rapides qu'on trouve partout. Qui ne nous appartiennent pas. Oui. Et où on fait des poulets grillés, des côtes de porc grillées venant d'ailleurs, mais c'est bien plus facile et ça coûte moins cher. Des poules qui ont 15 ou alors, et on trouve rarement des pois d'Angole. On trouve vraiment des pois d'Angole. Ou alors, c'est des pois d'Angole venus d'ailleurs, déjà épluchés. On passe au supermarché de Bernard, comme on dit, où ça coûte beaucoup moins cher, énormément moins cher, parce que chez Bernard, c'est pour les malheureux, c'est pas pour les plus riches de vos... Enfin, tout le monde y va. Mais c'est surtout d'abord pour les... C'est là qu'on va trouver les produits les moins chers. Ouais. Alors, c'est énorme, c'est complexe. C'est complexe, c'est énorme. Et il faut d'abord cette volonté politique, certainement, mais la volonté politique est là. La volonté politique est là, mais il y a la réalité économique et culturelle qu'il faut combattre. Volonté citoyenne. Ça passe peut-être par la volonté politique, mais il y a la réalité économique, c'est le porte-monnaie qui commande, et il y a la réalité culturelle où les gens ne veulent pas travailler, on veut aller prendre les pois déjà épluchés ou alors déjà cuits, prêts à consommer. Mais ça, ce ne sont pas nos pois, ça vient d'ailleurs. Ça vient d'ailleurs. Oh là là, c'est une analyse. Hein. Alors, on va à Nico tout rapidement. Avant de revenir après pour conclure. Oh, Nico, tu es avec nous. Il y a du travail dans ce pays-là. Mais non. Moi, je pense que c'est vrai qu'il y a un changement de paradigme global. Bon, il faut quitter tranquillement le pacte colonial. Voilà, c'est pas une insulte, c'est une réalité. Le temps où il fallait produire pour l'extérieur et importer ce que nous mangions, bon ça, il faut prononcer l'acte de mort de cela, du moins en tant que volonté politique, parce que la survivance est là. Je ne te dis pas les problèmes qu'on a l'OLIA et les producteurs rencontrent ici, ça c'est clair. Mais ils sont courageux, ils se battent, ils savent contre ce quoi ils se battent, c'est clair. Donc ça veut dire que c'est un changement de paradigme. Et ce changement-là, Jean-Marie a raison, c'est un changement qui doit se décliner à tous les niveaux. Il se décline au niveau entrepreneurial, il se décline au niveau politique, et certainement au niveau personnel dans l'identité où consommer l'homo economiste guadeloupéen, c'est un acte politique. Ma sœur disait qu'il n'y a rien de plus politique que les cheveux d'une négresse. Moi, j'ai envie de dire, il n'y a rien de plus politique que le panier de courses de la ménagère lorsqu'elle fait ses courses. Bon. Et c'est ça qu'il nous faut arriver. Et bon, on a besoin de centaines de Raphaël Spéronel pour travailler ces questions-là, ça c'est clair. Alors, Raphaël, tu te prépares, tu fermes le portable ou bien tu te prépares. Oui, c'est très bien. En tout cas, et on va continuer avec vous, puis on terminer tout à l'heure parce que ça arrive. Notons quand même que, bon, ça fait un bout de temps qu'on en parle, mais il y a quand même... Bon, il y a un travail qui se fait. Ouais. Ça veut dire qu'il y a quand même... Alors, genre, je prends un mot, un lionnage. Ça veut dire qu'à un certain niveau de la société, c'est plus qu'une prise de conscience. Il y a le sentiment... Il manque des savoir-faire, il manque peut-être des plans d'action, mais il y a le sentiment qu'on est arrivé au bout du bout et qu'il faut changer quelque chose. Maintenant, il n'y a pas encore la confiance en nous. Il n'y a pas la crédibilité au niveau des acteurs. Et il y a un travail à faire qui reste le refoulé du colonialisme. Il faut qu'on arrive à s'en sortir. Fourna, René, peut-être sans doute le mot de la fin. Oui, non, ça on peut dire quand même. C'est que nous avons l'expérimentation, nous avons l'expérience, nous avons bien fait. Bon, nous avons contribué en gens, nous, à niveau domaine, nous, qui c'est à l'école. Nous avons l'expérience qu'a fait, mais il faut nous commencer par ça en sens. Et ce sens-là, c'est un sens politique. C'est-à-dire, un sens politique dans la mesure où il faut nous montrer que ce sens-là, c'est prends-nous en main. Prends-nous en main pour réparer justement toute cassure-là que nous dit dans nous, pour préparer nous à prendre-nous complètement en main, c'est-à-dire à décider pour nous. Donc, on pourra dire de cette manière-là, s'organiser pour sortir de ce labyrinthe de l'indépendance, ne serait-ce que sous la question de la souveraineté. Donc, je crois que c'est le mot de la fin. Aussi, on doit souligner aussi, nous avons parlé des
des Guadeloupéens, professeurs. Mais il faut souligner aussi, il ne faut pas oublier aussi ceux qui ont évolué, même depuis Visios, UAG, on parlera par exemple du Nabajo, des Myrion, des Longa, des Denis, des gars qui ont fait le travail. Tu vas parler aussi de comment s'appelle-t-il, qui est décédé, des Ouos, il y a eu Yakou aussi, ce sont des grands qui ont... Il fallait passer par là, il y a des gens qui ont planté. Alors, quand tu commences l'émission, tu parles toujours des marqueurs. Des marqueurs il y a des planteurs, il y a des gens qui ont planté des choses, il y a des précurseurs. Oui. Bon, mais pour que ça ait du sens, il faut que le travail des précurseurs soit repris après par les travaux des marqueurs. Ensuite, il y a un enracinement. Et cet enracinement aujourd'hui dans la société moderne, elle est faite. On n'est pas dans le même statut aujourd'hui. Le gamin n'est pas dans le même statut aujourd'hui que nous, quand on avait 15-20 ans. Absolument. Donc, il y a un travail qui est fait. Mais le problème, c'est qu'il y a une concurrence. En même temps qu'on fait ça, en même temps que ce travail d'incrémentation, d'implantation se fait, en même temps, l'environnement avance très vite. Donc, on n'a plus de temps à perdre. Il faut que les engagements, maintenant, soient concrets. Eh bien non, on est arrivé au mot de la fin, donc on a bien compris. Question souveraineté, question pertinente qui nécessite des analyses pertinentes et aussi des actions politiques aussi pertinentes. Alors sur ce, on va devoir prendre congé de vous, téléspectateurs et aussi followers, n'est-ce pas? Et on vous dit à dimanche pour une prochaine émission. Très probablement, nous irons visiter l'international parce que cela a été évoqué tout à l'heure. Merci. Bon dimanche à vous. Au revoir. Attention, la tête est sur l'amour. Quand on laisse bayo, quand on fait bayo, quand on raconte yo, la vraie toute la tête est poisonnée. Quand on laisse bayo, quand on fait bouillon, quand on raconte yo, l'Amazonie qui disparaît.